Bonsoir. Au nom de l'Association des prisonniers politiques chiliens en France, nous vous donnons la bienvenue. Et nous avons la joie d'avoir entre nous à Carlos Tortín Garcia, qui a écrit un livre, c'est un marin antipuchiste. Avant de commencer, nous voulons dire que nous commençons avec cette présentation du livre, la commémoration des 50 ans pour des coups d'État civico-militaires au Chili. On aura jusqu'à octobre-novembre des manifestations partout, surtout à Paris, et sans doute dans plusieurs régions de France. Alors, voilà. Au départ, quand Carlos Garcia nous a écrit pour présenter le livre, il nous écrit qu'il s'appelle Carlos Tortín Garcia. Malheureusement, je le connaissais seulement comme Carlos Garcia. Et c'est là qu'on a commencé le contact. Et c'est la deuxième personne qui a lu le livre, parce que c'est ce que nous faisons toujours. Si le livre se tient compte de notre travail, notre objectif. Et là, nous avons trouvé que c'est un livre de mémoire. Et à partir de ça, deux personnes nous ont lu, il m'a répondu à moi dernièrement de les lire. Et moi, je ne suis pas un grand lecteur. Je suis plutôt, je me forme avec le visuel. J'aime beaucoup les vidéos, tout ça, et les lecteurs. Mais quand j'ai pris le livre, j'étais envahi pour le finir. Et c'est ça qui est important. Je recommande à tout le monde de pouvoir lire ce livre-là. Bon, Carlos, il est né en 1953 à Lontué, une ville du sud du Chili, et très connu pour de la production agricole. Il y a des vignes et des maïsans. Actuellement résident en Belgique depuis 1992. Et il a accompli une condamnation de la dictature pour 40 ans. C'est pour ça qu'il ne peut pas retourner au Chili. Il est rentré à la marine en 1969, juste avant d'avoir 16 ans. Et c'est là, bon, il va expliquer, c'est mieux que moi à expliquer pourquoi Tortín. Et là, il a fait partie des marins antipuchistes avant le coup d'État. Mais une des choses les plus importantes, c'est que vous les trouvez dans les versos du livre, qui dit, et lui-même, je suppose qu'il écrit, il dit, c'est une histoire des marins et des matelots à l'esprit alerté et à la peau tournée tannée par le soleil, par le haut salé et par les crosses des fusils. Ça raconte un peu. Et je vous dis, je ne connaissais pas ce qui s'est passé. On savait qui c'était les marins antipuchistes. Mais vous lirez, on se rend compte de ce qu'ils ont passé. Et je pense, personnellement, qu'on les a un peu oubliés. Il y a un livre qu'a écrit Magasich sur l'histoire qu'il a raconté, mais il parlait de l'autre histoire, c'est une historien. Mais de quelqu'un qui a vécu tout ça, c'est très important. C'est pour ça que je laisse la parole à Carlos, qui expliquera moins que mieux son livre, et il vous dira pourquoi Tortín que c'est intéressant. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais expliquer pourquoi Tortín. Parce que quand on a commencé le service militaire à l'école de Grumetes à la marine, Talcahuano, le premier jour, mes nouveaux amis m'ont demandé mon surnom. Je lui ai dit, je n'ai pas un surnom. Ça ne va pas. Tout le monde doit avoir un surnom ici.
Tu viens d'où? J'ai répondu, je viens de Lontué, un petit village paysan, tout près de Curicó. Quelqu'un a dit, ah, Curicó, ah, la ville des gâteaux. La ciudad de las tortas. On va t'appeler Torta. Au fil des années, le surnom est devenu Tortine, un signe d'amitié. Et je reste encore toujours Carlos Tortin pour mes anciens amis marins. Encore, aujourd'hui encore. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, je dois dire que je ne suis pas condamné à 40 ans d'exil par la dictature. C'était une condamnation décrétée par la démocrature. Pas pour la dictature, pour la démocrature. Mais j'ai déjà fait 30 ans. Il me reste 10 années que je dois faire encore. Bon, le nom. Pourquoi j'ai choisi Naufragio comme titre de ce livre? Naufrage. C'était pas que l'organisation des marins antiputschistes a tombé profondément dans la mer. Mais, symboliquement, c'est un symbolisme que j'ai choisi parce qu'il y a des raisons pour penser qu'on a souffert un naufrage dans notre histoire. Parce que l'organisation des marins anti-coup d'État a souffert un naufrage. D'abord, le service de renseignement de la marine a découvert notre mouvement, nous a pris prisonniers, nous a torturés et nous a mis en prison. C'était notre premier naufrage, notre premier naufragio. Ensuite, le haut commandement de la marine a informé le président Allende qu'ils ont découvert un groupe de marins subversifs dans la flotte de guerre. Le 9 août 1973, je parle le français de la Belgique. En 1973, le 9 août, le président Allende a déclaré que l'extrême gauche serre la main de l'extrême droite pour organiser la subversion contre le gouvernement populaire. Il s'agit, il a dit, de gens qui ne comprennent pas le processus historique que vit le pays. C'était notre deuxième naufragio, notre deuxième naufrage, parce que le président lui-même nous a condamnés officiellement. Et quelques semaines après, l'amiral Merino, qui était le commandant en chef de la première zone navale, en conséquence, le juge naval de Valparaiso, a demandé l'autorisation au gouvernement, au ministère de l'Intérieur, pour nous poursuivre pour sédition. Le chef de la sédition organisée contre le gouvernement populaire a demandé la permission pour nous condamner pour sédition. Malheureusement, le gouvernement a donné l'autorisation et la marine nous a condamnés pour sédition. C'était une aberration juridique, une aberration politique et finalement une aberration historique selon
mon avis. Et ça reste encore toujours comme ça. Ah, bon. Notre organisation de Maran anti-coup d'État a essayé simplement de défendre le régime démocratique, défendre le gouvernement de Salvador Allende et organiser aussi la résistance contre le coup d'État. C'était ça. On a réussi à organiser quelques centaines de marins dans la flotte de guerre, dans les écoles polytechniques et dans les ports, comment s'appellent les astilleros navales? Les chantiers navals. Et de nombreux travailleurs des chantiers navals ont participé dans l'organisation des marins anti-coup d'État. Et historiquement, il n'y a pas de registre qui on peut nous dire combien de marins étaient organisés. Mais on a une estimation de 300, peut-être 400. Mais on a tombé prisonniers et une centaine de marins qui ont été torturés et mis en prison à Talcahuano, Concepción et Valparaíso. Et on a reçu des condamnations de 5 ans, 8 ans, 11 ans. Et enfin, on a été en prison, le premier groupe, 3 ans, le dernier groupe, 5 ans, parce qu'ils ont été libérés précisément le jour de l'amnistie de 1978, en avril. Ils ont fait 5 ans de prison. Et quand le président Allende a dit que nous avons fait partie d'une manœuvre d'extrême gauche, qui ne savait pas ce qui s'est passé dans le pays, je peux vous dire qu'on savait bien qu'est-ce qui s'est passé dans le pays. Parce qu'on était à la marine. Hein? Et la marine, c'est l'institution qui a organisé les coups d'État. L'armée, l'aviation a entré dans la manœuvre après. Pinochet, c'était le dernier à participer dans l'équipe à la tête du coup d'État. C'était le conseil naval où s'assiègent les amiraux. Était l'amiral José Toribio Merino qui était à la tête. On savait bien qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons pris contact avec quelques fonctionnaires du gouvernement de 2e ou 3e rang, parce que c'était impossible de contacter le président. Et pour demander que le gouvernement appelle à la retraite l'amiral Merino, parce qu'il était le chef de la sédition contre le gouvernement. Personne n'a écouté ce que nous ont dit. Et l'amiral Merino avait déjà dépassé les années de service statutaire. Il était prêt pour la retraite. Mais le conseil naval, normalement, donne
l'avis au président pour faire l'appel à la retraite. Le Conseil naval a laissé en suspens le cas de l'amiral parce qu'il était le grand chef. Et finalement, l'amiral a réussi à rester dans son poste et a pu prendre le pouvoir dans la marine le jour même du 11 septembre. On savait bien qu'est-ce qui s'est passé dans le pays. Quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, j'ai rencontré par hasard Monsieur Joan Garcés à Bruxelles, à l'Université de Bruxelles, à l'occasion d'une présentation, je ne me rappelle bien si c'était de Jorge Magasich ou quelqu'un d'autre qui a présenté un travail académique. Et j'ai eu l'occasion de lui parler à M. Garcés, qu'il était un conseiller politique de Salvador Allende, un conseiller politique. Il est un catalan, mais était au Chili comme conseiller présidentiel. J'ai pu lui parler à Bruxelles et il m'a dit que le président, à ce moment-là, avait une agenda très urgente. D'abord, il s'occupait de l'offensive politique de la droite au Congrès, qui a déclaré le gouvernement populaire inconstitutionnel. Ensuite, le président était très occupé d'organiser un référendum pour donner une sortie à la crise politique. En conséquence, et surtout, il était intéressé à ne pas créer un conflit avec les militaires. Mais les conflits étaient déjà déclenchés. C'était la politique officielle du président. En conséquence, m'a dit M. Garcés, le président n'avait pas le temps de s'occuper d'un groupe de marins de gauche. Parce que, selon le protocole constitutionnel, quand un commandant en chef dit « Monsieur le Président, tout va bien », c'est pas possible qu'un corporal, un marin, un soldat vienne lui dire d'autre côté « Monsieur le Président, il y a des problèmes par ici ». Si, laisse tomber. Le président vous a laissé tomber parce que le président avait d'autres priorités. Ce n'était pas possible de s'occuper de vous. Il dit, ok, merci beaucoup parce que je comprends, j'ai essayé, je voulais simplement comprendre mieux qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le président n'a pas écouté que tout ce que les marins on a découvert dans la conspiration de San Milo. Et les dirigeants politiques de la gauche, on a écouté les discours de quelques représentants de notre organisation, mais toute la situation est restée sans conséquences. Alors, c'est pour ça que je dis, tout cela signifie pour moi que j'ai fait ce travail
un grand naufrage. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre con le titre Naufragio. Mais je n'oublie jamais qu'on a essayé de dire, camarade président, il faut se battre. Il faut se battre. Le coup d'État est proche. Il faut se battre contre le coup d'État. Le 11 septembre 1973, le président a pris son poste au palais de la Moneda. Il a pris un fusil de guerre Kalachnikov AK-47 et il a résisté le coup d'État. Il a résisté les putschistes. À la prison, on a parlé entre quelques marins. Nous ont dit, le président a compris ce que nous disions. Il faut se battre. Ce jour-là, nous sentons que nous avons réussi à nous réconcilier avec le président. Et à partir de ce jour-là, on a dit, après la prison, on va suivre l'exemple du président. On va essayer, nous aussi, de prendre un Kalachnikov. C'est pour ça que je dis, viva accompagner le président. Merci beaucoup. Bon, vous verrez l'histoire que je vous dis, je l'ai connue à partir des livres. Mais vous pouvez poser d'autres questions si vous voulez y profiter de lui parce qu'on ne l'a pas souvent, il est en Belgique, on ne l'aura pas souvent ici à Paris. Je l'espère, et je crois qu'il parle de lui, il a une autre histoire qui suit après. Il sera écrit et on serait très heureux de le présenter une nouvelle fois ici à la Maison d'Amérique latine. Oui, parce que tu dis que il y a une liaison entre l'histoire que j'écris et à la finale, quand en prison, nous ont dit on va suivre l'exemple de Salvador Allende. Il y a quelques marins qu'on a suivi l'exemple et on a participé à la résistance. Et à la fin, on a tombé encore une fois en prison. C'était mon cas. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un deuxième livre qui continue l'histoire. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Je suis de Valparaiso, donc je connais bien la situation, tout ce qui s'est passé le mois d'août 1973. Mes questions, tu peux répondre, Tortine. Et tous les marins arrêtés ont subi un conseil de guerre. Ils ont été condamnés. Pas tout le monde a été condamné. Donc c'est une bonne centaine de marins qui ont été à la prison à Valparaiso. Hein. Et c'est une question. Et l'autre, c'est que la raison pour laquelle, seulement en 1992, tu es parti à l'exil, il y a eu un autre procès, tu as fait la résistance sous la dictature. On sait qu'il y a des marins qui ont été tués en 1982 et 1983 en faisant la résistance. Et donc, je voudrais savoir, dans ton cas, si tu as eu deux condamnations. La première, suite au conseil de guerre de la marine, et après, en 1992, c'était déjà Alouin qui était au pouvoir. Et on connaît d'autres camarades de gauche qui sont dans l'exil aussi, après, à partir de l'époque d'Alouin, hein, et pas sous la dictature, hein, comme tu l'as bien expliqué, un prescripté politique de la pseudo-démocratie, hein, ce n'est pas une démocratie, et pas de la dictature, ça tu l'as précisé. Oui,
Merci. Quand on était prisonnier à la marine, le commandement de la marine, les juges navals, a essayé de nous organiser un conseil de guerre, mais ce n'était pas possible. Parce qu'on a tombé prisonnier avant la loi de guerre imposée par la dictature. Et ils ont suivi un procès régulier, je n'appelle pas normal, mais régulier, avec un sommaire, des documents de la défense, interrogatoires, des témoins, et un simulacre de procès régulier. La condamnation, je l'ai déjà dit, c'était des années de prison. Et ils n'ont pas organisé un conseil de guerre contre nous. Ils ont bien organisé seulement un conseil de guerre, mais il est tombé par le poids de l'histoire parce que ce n'était pas possible. Et ma deuxième réponse est, oui, j'étais après la prison, j'ai fait partie des groupes de la résistance, pas seulement armée, c'était la résistance culturelle, la résistance sociale dans les quartiers de Santiago, Valparaíso, Concepción. Et à la fin de la dictature, les partis qui ont organisé la transition et la négociation avec la dictature ont dit d'abord que ce n'était pas possible de récupérer la démocratie avec l'existence des prisonniers politiques et avec des exiliés. Il fallait libérer les prisonniers politiques et éliminer l'exil. Mais comme il y avait une négociation politique avec les généraux, ils ont décidé d'organiser un groupe de prisonniers politiques, 29 prisonniers politiques, qui ne pouvaient pas rester au pays. Ils ont pris une décision politique avec comme conséquence d'un accord secret avec les généraux. Et on a envoyé en exil 29 prisonniers politiques de la dictature, mais au début de la démocratie que j'appelle la démocrature. Et la majorité de mes compagnons ont déjà fait ça aussi. On a déjà finalisé la condamnation à l'exil parce que il faut expliquer que dans la loi chilienne existe la peine d'exil qui s'appelle extrañamiento par un maximum de 20 ans, selon la loi. 20 ans maximum. C'est pour ça que le gouvernement de Elwin a décrété une condamnation de 20 ans plus 5 ans, ça fait 25. Dans mon cas, 20 ans plus 20 ans, ça fait 40. J'ai demandé, ça c'est pas légal. La loi dit que c'est maximum 20 ans. Non, non, c'était pas une condamnation, ce sont deux condamnations. 20 et 20. Et ben, ça fait 40. Bon.
n'importe quoi. C'est la loi. Je n'ai jamais été sûr. C'est vraiment la loi. Aussi, seulement une décision politique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je demande parfois à quelqu'un au Chili, un député qui dit « Ah, on peut mettre fin à tous les peines d'exil. » Il dit « Ouais, ok. » Mais après, il dit « Non, c'est pas possible parce que c'est interdit de mettre la main là-bas. » C'était un accord secret entre les généraux et la direction politique de la concertation, que c'était à ce moment-là, c'était pas la concertation, c'était la... Comment s'appelait la concertation avant de la concertation? C'est les partis pour la démocratie, quelque chose comme ça. C'était l'alliance politique qui a élu Elwin comme président. C'est pour ça que je dis c'est la loi, hein? Oui, mais peut-être c'est pas la loi comme ça tant évident. Mais enfin, je suis le dernier. Parce que mes compagnons, les derniers, ils ont fini la condamnation l'année 2017. Parce qu'il s'agissait de 25 ans. Mais dans mon cas, j'ai déjà fait 30 ans. Je suis le dernier et le seul qui reste condamné. Le seul. Parce que quelqu'un me dit « Ah, mais il y a un groupe de Chiliens qui est interdit de rentrer au Chili. » Oui, c'est vrai. Mais pas avec un décret. Avec un décret d'expulsion du pays, il y a seulement un, c'est moi. Il y a d'autres camarades qui sont échappés de la prison. D'autres camarades qui ont s'enfui avant d'être prisonniers. Il y a des fugitifs des militaires, pas de la loi, pas de la démocratie, pas du régime démocratique chilien. Sont fugitifs des militaires encore, aujourd'hui encore. Ils ne peuvent pas retourner parce que s'ils retournent, ils tombent en prison. Et... Oui, c'est ça. Mira una pregunta. Como el 1973, il y avait un mouvement très important partout, dans tous les secteurs sociaux, au niveau des paysans, au niveau des Mapuches, au niveau des ouvriers, avec des revendications très spécifiques. Donc ma question est, si le mouvement des marins, il avait quelques revendications, il avait construit un petit programme revendicatif. Voilà. Et quels sont les... Oui, merci. J'avais oublié de dire que dans la marine, il y avait un grand groupe de marins sympathisants d'Allende. Plus que communistes, socialistes, milistes, mapuchistes. On était allendistes. On a défendu le gouvernement et précisément le président. Et on a essayé de demander des revendications sociales pour les marins en général. Éducation, salaire, et étudier à l'université, que tout ça c'était interdit pour les marins, pour la troupe. C'était un privilège pour les officiers. Pour la troupe, c'était interdit. Les droits de vote aussi. Les droits de vote aussi. Les droits de vote, c'était seulement pour les officiers. Pour les officiers. Quand on parle des droits politiques, les droits au vote, c'était seulement pour les officiers. Pour la troupe, c'était interdit. Après, Pinochet
a instauré les droits à vote de la troupe, parce qu'il a été toute la troupe de son côté. Mais avant, on a essayé d'élaborer des demandes sociales, mais il n'y a eu pas de communication avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que on pensait que c'était bon et très joli les projets d'émancipation sociale de l'unité populaire. Mais on s'est demandé pourquoi nous, les marins, les soldats, ne font pas partie du projet d'émancipation sociale. Le gouvernement, l'unité populaire, nous a laissé tomber, nous a laissé à côté. Pourquoi? Parce que dans les accords politiques, au début de l'unité populaire, ils ont décidé de ne pas toucher les forces armées. En général, pas toucher les forces armées. Il faut maintenir la politique, le régime de la Constitution de 1925 qui établit l'autonomie des forces armées sous le commandement général du président de la République, mais les militaires n'ont été pas touchés par le gouvernement de l'unité populaire. C'est pour ça qu'il n'y a eu pas de contact, pas de communication. Après, des années après, j'ai participé dans un colloquium avec un ex-marin de Brésil. À Brésil, pendant le gouvernement de João Goulart, ils ont reçu le droit de s'organiser socialement. Ils ont créé l'association des marineiros brasileiros, une association vraiment légale. Ils ont pu s'exprimer publiquement les demandes salariales, la réclamation pour les maltraits des officiers, tous les abus réglementaires, et des opinions politiques, qu'est-ce qu'ils pensent la tripulation dans la flotte de guerre, tout ça, c'était possible de l'exprimer publiquement. Mais au Chili, ça n'existait pas. Nous n'existons pas. C'est pour ça que Joan Garcés m'a dit, le président n'était pas intéressé de s'occuper d'un groupe de marins de gauche. C'était vrai. C'est un peu dans le même sens de la question qui a posé avant le camarade là. Et je suis pas raison. Et d'après ma connaissance, il y avait des organisations politiques clandestines, évidemment, enfin si on peut parler clandestines, depuis longtemps à l'intérieur de la marine. Et même il y avait des cellules des partis politiques et dans les unités de par exemple, je connais un cas particulier dans le Crucero O'Higgins. Là, pertinemment, je sais qu'il y avait des cellules des partis politiques. Je ne dirais pas lesquelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé surtout quand l'histoire de votre histoire, effectivement, le président Allende, il ne voulait pas se créer un nouveau front. Donc, ces militants de ces partis politiques qui existaient à l'intérieur de certaines unités, et ils ont reçu l'ordre des partis de ne pas, se plier à ces mouvements, ou ils se sont, comme on dit dans des jargons, ils se sont submergés. Donc, est-ce que vous savez d'autres antécédents à ces propos? Et comme manifestation, j'ai aussi connu beaucoup de témoignages des personnels de la marine, des Juliens de la marine, pas d'infanterie de marine, qui ont participé dans les perquisitions. Souvent, ils ont eu des attitudes assez, qu'on
complaisante envers les gens qui étaient perquisitionnés. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question si vous avez d'autres antécédents de ces cellules ou organisations préalables à la vôtre. On a pris un accord dans la marine d'organiser un mouvement secret, une organisation secrète contre le coup d'État. C'était difficile pour nous de détecter s'il y a des groupes organisés, des militantes des partis politiques, parce qu'on a parlé d'un ami vers autre ami pour maintenir la confiance. On n'a jamais parlé ouvertement avec des gens qui étaient militantes de tel parti politique. On a réussi à survivre comme marin organisé 2 ans. Parce qu'on a commencé l'organisation à la fin de l'année 71, dans les Français belges, les 71. Je sais que c'est les 71, je le sais, mais pour moi c'est amusant de parler les Français belges. J'essaie de parler les Français, mais je comprends. Je sais que vous me comprenez. Parce que j'habite en Flandre. Je parle le flamand, je parle le néerlandais. J'ai étudié le français, mais mon français c'est mon 3e langue en Belgique. Je parle un peu d'espagnol, après un peu de flamand et un peu de français. Mais je sais qu'à l'école d'ingénierie à Viña del Mar était une cellule du MIR. Ils avaient des contacts avec un militant du MIR clandestin qui était un marin à la retraite. C'était le Pecho de Buque. Il y a des gens qui les ont connus parce qu'il est tombé mort l'année 92. Et il était en contact avec un groupe de marins, pas avec l'organisation des marins anti-coup d'État. Dans l'O'Higgins, il y avait quelques marins avec une militance qui venait de la famille. Par exemple, il y a un marin qui, toute sa famille était socialiste. Il y a un autre marin qui toute sa famille était radical, du parti radical, qu'il se dénommait aussi de gauche en ce temps-là. Mais on a décidé de maintenir toujours les secrets et l'indépendance comme organisation des marins anti-coup d'État. C'est ça. Oui. Oui, plus qu'une question, je voulais faire un commentaire. L'histoire que vous avez racontée, pour moi, c'est peut-être le fait le plus important qui est arrivé pendant le gouvernement d'Ayem. Et je pense qu'il a eu des conséquences dramatiques. Le fait que les marins ont été plus ou moins abandonnés à leur sort, et disons au sort des amiraux, a été un exemple par rapport à tout le reste de la population militaire où un travail de résistance existait faiblement peut-être, mais ce fait que vous ayez été condamné, que le gouvernement a approuvé cette condamnation, a laissé faire,
a tout simplement désarmé toute autre possibilité de riposte le 11 septembre. Je ne pense pas nécessairement qu'on aurait pu éviter de ce fait le coup d'État et qu'on aurait gagné. Mais en tout cas, je pense que les militaires ne l'auraient pas emporté aussi facilement qu'ils l'ont emporté le 11 septembre. Je pense qu'il y a une gravité extrême dans ce qui a été fait. Je pense que le président a commis une erreur. Je ne pense pas que ce soit une trahison, parce que Allende ce n'est pas les présidents socialistes qu'on a eu par la suite, ce n'est pas les secrétaires généraux du Parti socialiste qu'on a eu par la suite, n'est-ce pas, et qu'on connaît. Allende appartient à autre chose. Mais c'est vrai, la question que vous lui avez posée à Joan Garcés, était, oui, j'aimerais bien aussi d'après. Je ne m'explique pas comment le président est tombé dans ce piège. Parce que ça a été un piège, et d'abord pour lui. Hein. À mon avis, c'était inquestionnable que ce qui s'est passé au niveau des autres armées, et même dans d'autres endroits de la marine, le 11 septembre, vient du fait que les marins, les militaires ou les aviateurs se sont dit, mais à quoi bon? Si on essaye de résister, ce qui va nous arriver, c'est la même chose qui est arrivée il y a 1 mois et demi. Voilà. Je peux vous... Oui, oui. Je peux vous dire qu'il y a un travail historique que je n'ai jamais pu trouver, que c'était écrit par Eric Snake. Il a écrit un petit livre avec les mémoires de ce qu'il a conversé, qu'il a parlé avec les présidents. Il a reconnu là-bas qu'il a parlé le président, il a dit Merino organise les coups d'État contre toi. Et le président a dit ne me parlez pas, je suis occupé. Et je connais seulement ces phrases, mais je ne connais pas les textes, les livres, je ne les trouvais jamais. C'était une manière de comprendre que vraiment le président était occupé pour organiser quelque chose pour sortir de la crise. Je comprends bien ça. Il nous a laissé tomber. On a dit finalement, tant pis, okay, on résiste, on assume. Et comme j'ai déjà dit aussi, on s'est réconcilié, au moins, un groupe de marins s'est réconcilié avec le président dans la lutte même. Mais les jours de coup d'État, c'était pas évident qu'est-ce qui ça peut passer dans l'armée, dans l'aviation, mais dans la marine, on était sûr que si on était encore à la marine, le coup d'État, mais comme on dit, habría fracasado. Oui, oui, parce qu'on était vraiment bien organisé. Et on a eu l'expérience de l'année 1931, quand la troupe a pris le contrôle de toute la flotte de guerre. La troupe marine a organisé tout sans les officiers pour demander beaucoup de choses, des demandes sociales, des marins et de la classe travailleuse. Revendication de tout le monde, et ils sont finalement bombardés par l'aviation. Et ils n'ont pas réussi de maintenir la manifestation, mais ils ont réussi à contrôler toute la marine. On a démontré que c'était l'année 73, c'était aussi possible de faire ça.
Merci beaucoup. En fait, c'était le passage de la loi de contrôle de l'arme. Avec celle-là, ils ont commencé le coup d'État, ils ont commencé les perquisitions de l'armada, tant à Valparaíso qu'à Concepción, et les perquisitions au sud de Chile Mapuche. C'était le passage de la loi. Et quand Allende a laissé passer, la gauche, la unité populaire, a laissé passer la ley de contrôle des armes. Oui. C'était ça qui a commencé le coup d'État. Et je me rappelle que la dernière manifestation derrière la monnaie, à la place de la Constitution, je me rappelle que l'émir, il s'est retiré. Quand on a commencé à crier, je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui étaient là, mais je me rappelle qu'Allende, disons, nous, on est allés pour protester contre ce passage de cette loi. Et Allende a dit, je ne me rappelle pas exactement quoi, mais on s'est retiré. On s'est retiré, c'était triste, mais c'était comme ça. Vraiment, c'est la loi de contrôle d'armes, c'était une manœuvre de la droite chilienne. Et les militaires ont commencé une sorte de dictature avant la dictature. Ils ont commencé à organiser un nouveau pouvoir avant la fin de la démocratie. C'était la fin de la démocratie. Ce n'était pas le changement dans un jour. C'était un procès. Ce qui a commencé en juin avec les tanquetazos, la loi de contrôle d'armes, les contrôles, les perquisitions des militaires dans les syndicats, dans les organisations Mapuche. C'était un ensemble de choses qui se sont passées avant le coup d'État. Ce que tu dis, la loi de contrôle d'armes, ça fait partie de tout ça. Sí, una pregunta. Quand vous avez été arrêté, pendant un mois, vous êtes resté sur les interrogatoires et la torture de la marine. Oui. Et est-ce que dans cet échange, on va dire cet échange avec votre tortionnaire, est-ce qu'il avait déjà une, comment dire, vous savez, trouvé que la façon comment il vous traitait, c'était déjà des officiers ou des sous-officiers qui s'étaient déjà imprégnés par ce qui est venu après l'idéologie des militaires, des coups d'État, c'était une idéologie néofasciste. Est-ce que vous êtes un peu dit, c'est plus la marine qui, entre guillemets, tout le monde disait, non, c'est des légalistes. Non, pas des légalistes. On était prisonniers à partir de 5 août, plus d'un mois avant le coup d'État. Ce n'était pas les marins qui nous ont torturés, c'était l'infanterie des marines. L'infanterie des marines, c'est l'armée, sont comme les soldats de l'armée, qui ont une discipline, une formation à part dans la marine. C'est un département de la marine, mais total
monde à part. Ils vivent chaque jour en guerre. Chaque jour, même pendant un régime démocratique. Ils vivent toujours en guerre. C'était normal la confrontation entre les marins et les enfants des marines. C'était toujours l'ennemi, parce qu'ils regardent les gens et ils voient partout ce mot ennemi. Quand c'était l'infanterie des marines, dirigée par des officiers navals qui nous ont pris prisonniers. Ils nous ont envoyés dans les quartiers, dans les régiments de l'infanterie des marines, parce que l'infanterie des marines était déjà préparée pour torturer les prisonniers en général. C'était un civil, c'était un militaire, c'était un marin, c'était n'importe qui. Ils ont été préparés toujours pour torturer et pour tuer des gens. Ils sont gardés bien de ne pas tuer quelqu'un de notre groupe. Ils n'ont tué personne. Mais ils nous ont bien frappés. Oui. Ils se sont gardés de ne pas appliquer la torture de manière comme ils l'ont fait après. Après le coup d'État, n'importe quoi. Si un prisonnier tombe mort, tant pis. Mais avant le coup d'État, il y avait encore le président Allende, le Parlement, le gouvernement, les ministres de la Défense. Il a fallu se garder un peu. C'est pour ça qu'ils se sont gardés un peu, ils nous ont torturés vraiment un jour, une journée. Une journée. Après le coup d'État, il s'agissait des semaines, des mois, des jours, des semaines, des mois que les prisonniers ont resté sous la torture. Pour nous, il s'agissait d'une journée. C'était dur, mais inoubliable, mais c'était la torture, quand même. Mais pas intensif comme après et pas scientifique comme après le coup d'État. ¿Cuáles son las consecuencias de las declaraciones que hizo Altamirano en ese tiempo para ustedes cuando dijo que tenían militares directos, o sea, militares y marinos para luchar contra la dictadura? Si venía la dictadura, ¿cuál fue la consecuencia que le llegó a ustedes después? Fueron muy graves. En français, ouais. Altamirano a participé dans une réunion avec un groupe de marins anti-coup d'État, avant le coup d'État naturellement. Mais il n'a fait grand-chose pour nous. Parce qu'il nous a dit, j'ai parlé au président, mais le président ne veut pas m'écouter. Et il nous a nulle part croyé. Cru. Ils n'ont pas cru. Il ne croyait pas ce que nous lui on dit. Hein? Il ne croyait pas vraiment. Ça, c'est la vérité. Après, il a parlé, les marins, ouais, j'ai dit ça, j'ai croyé ça, mais j'ai trouvé que c'était un peu fou. C'est ce qu'il
il voulait faire. Et c'était fou, je sais, mais c'était possible. C'était possible. Mais il a changé d'avis après, au fil des années. Il a changé son discours. L'année dernière, il a fait encore un discours qu'il se souvenir de ces années-là et qu'il ne croyait pas vraiment que les marins on a pu faire grand-chose. C'est la vérité, il ne croyait pas que les marins on pouvait résister les coups d'État. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait jamais, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment parce qu'il a dit qu'il a parlé le président, mais on ne sait jamais. Las declaraciones causaron un gran escándalo Ah oui. en la opinión pública. Oui, on a torturé un peu plus pour nous rappeler la réunion avec Garretón, Miguel Enríquez et Altamirano. La torture était un peu intensive pour nous demander qu'est-ce que vous savez parler avec Altamirano. C'était un peu plus de torture. Mais judiciairement, dans les procès judiciaires, c'était pas très important pour nous parce que il y avait un procès à part pour Garretón, Altamirano et Miguel Enríquez. C'était un procès à part. Oui. Oui, bonsoir. Et c'était intéressant, c'est pas ma question, mais d'abord je voulais remarquer que c'est intéressant ce que vous avez dit sur l'infanterie des marines, parce qu'il y a une continuité à part la police et des fois les militaires. L'infanterie des marines a été chargée de la répression de la révolte d'octobre 2019 dans le sud du Chili, à Lebu Coronel, en faisant des victimes, en tirant avec des armes de guerre et en blessant de gravité des gens. Et ce que je voulais vous demander, c'est, ou vous suggérer, Gabriel Boric a fait un hommage honteux à Patricio Aylwin qui vous a condamné à l'occasion de l'inauguration de la statue et de ce premier président de la démocrature, vraiment un symbole, comme vous dites. Et il a en même temps, dans ce même jour, gracié 12 prisonniers de la révolte. Et c'est, comme a dit quelqu'un, une goutte d'eau dans l'océan des droits humains, mais on est contemporain quand même, dans l'océan des violations des droits humains. Et ça m'a fait penser que là, votre cas, c'est vraiment un symbole de cette démocrature, de la farce démocratique. Et l'exil, ça ne peut pas exister en démocratie, c'est une contradiction totale, même avec la démocratie bourgeoise. Alors et ça serait peut-être, un peu une idée comme ça qui m'a traversé la tête, ça serait peut-être intéressant de demander, c'est dans l'attribution du président de gracier quand il y a une condamnation. Et ça serait peut-être intéressant d'adresser cette demande de grâce, ne serait-ce que pour agiter cette question et la rendre publique au monde entier et les mettre devant ses responsabilités. Oui. À vrai dire, j'ai écrit une lettre à chaque président de la République. Pas pour mon initiative, parce qu'une fois, un consul dans la Belgique m'a dit « Mais si tu écris une lettre au président, je la donne personnellement. » Je dis « Oui, pourquoi pas ?» J'ai écrit vraiment mon histoire. Je ne demande rien. Monsieur le Président, j'ai participé dans la marine, j'ai participé dans la résistance, j'ai lutté, mais j'ai remarqué, j'ai lutté toujours pour la démocratie,
pour défendre la démocratie contre la dictature. J'ai jamais lutté contre un régime démocratique. Si vous voulez, vous pouvez changer le décret d'expulsion et pour moi c'est facile. Il y a un décret qui dit il est condamné à 20 ans plus 20 ans. Pour moi c'est suffisant que le nouveau décret dit condamné à 20 ans plus 10. C'est déjà fait. Mais est-ce qu'il y a un problème de fond? C'est l'accord secret entre les politiques, les cupules politiques et les généraux. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que si vous demandez au président, si vous demandez à un député, il ne faut pas mettre la main là-bas. Et je me dis, je ne suis pas un symbole, mais c'est un peu quelque chose comme ça, parce que je dis, si je n'ai pas le droit de rentrer, je rentrerai le 2 janvier 2032. Non. Oui, parce que non, parce que je dois terminer mon condamnation le 1er décembre 1932. Le 2e décembre 2032, je peux rentrer au Chili. Je peux attendre. J'ai attendu déjà 30 ans. Mais je n'aime pas demander à Boris. Rien, non. C'est pour moi, c'est mon force. Ma force, c'est mon propre histoire. Je ne vends pas mon histoire. C'est un trésor pour moi. Merci, mais en fait, je crois que vous avez répondu à la question que j'allais poser. C'était à peu près la même que Julio, mais par contre, je me demande quand même si, je trouve que symboliquement, qu'il y ait une demande une réhabilitation, en tout cas du rôle que vous avez joué, ça me paraîtrait la moindre des choses, mais je ne sais pas comment ça peut s'obtenir, évidemment. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de réponse. Mais c'est ça, je n'ai pas de... Il faut penser beaucoup de ce qui se passe. Je vois l'histoire, tout ça. Et je suis en train de, précisément, de revoir toujours mon histoire. Et je dis, c'est possible, mais ça comprend quelque chose que je n'aime pas. C'est une thèse, parfois, de faire quelque chose. Je dis, je ne fais rien. J'attends. S'il arrive une solution politique, je dis bienvenue. Parce que c'est un problème politique qui peut être solutionné avec précisément une solution politique. Ma question est, j'y vais vers le passé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si Allende veut s'écouter les avertissements que vous avez à lui donner par rapport à la possibilité de coup d'État? Est-ce qu'il y avait une possibilité de réagir militairement? Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce qu'il y avait des conversations autour de cette notion? Pour compléter un peu le cadre, je me souviens à l'époque, la situation
d'agitation qu'il y avait justement par rapport aux déclarations de Carlos Altamirano à un moment donné, et que ça a donné beaucoup de force à la droite pour réagir et demander des explications de ce qui se passe à l'intérieur de la force armée. Voilà. C'était une question qui nous ont posée dans plusieurs fois. On a pensé qu'on était seul, l'organisation des marins. Mais après une conversation avec Miguel Enriquez, il nous a raconté qu'il y avait des commandes dans l'armée militante du MIR. Et que Miguel savait que les commandes étaient en train d'organiser un groupe de militaires contre le coup d'État. À l'aviation, il y avait le capitaine Vergara, le colonel, des généraux, mais on ne savait rien de plus. On s'occupait d'organiser les marins contre le coup d'État. Et on a pensé que si le coup d'État déclenche et nous sommes encore dans la marine, on avait réussi à prendre le contrôle de toute la flotte de guerre. Et après, c'était possible un bombardement ordonné par le gouvernement même, parce que on a compris après, des années après, que le gouvernement vraiment ne comprenait pas ce qui se passait dans la marine. Et c'était possible que le gouvernement ordonne un bombardement comme à Coquimbo l'année 31 contre la flotte de la marine. C'était possible. On a décidé de se battre contre le coup d'État, c'était tout. On ne savait pas plus. Ils nous ont dit, on va mourir peut-être, tant pis, on va se battre. C'était tout pour nous. Elio, il avait une question là-bas parce qu'on s'approche pour la... Je voudrais dire que finalement, on sait que la marine, c'était le corps des forces armées les plus réactionnaires. Et les milliers d'attentats qu'il y a eu à la fin du gouvernement de l'unité populaire, c'était la marine qui était derrière, qui avait entraîné Patrie Liberté, tout ça c'est documenté aujourd'hui. Donc on savait qu'ils avaient commencé les coups d'État déjà avant. Et aussi, tout ça, je crois que Allende ne voulait pas une guerre civile. L'idée qu'il se faisait de la révolution ne contemplait pas un affrontement armé. Déjà pour les tanquetazos, les gens qui sont réprimés, les tanquetazos, c'était Pinochet et le général Prat. Il y a une lettre qui aujourd'hui est connue de l'ambassadeur cubain qui a protesté devant le parti de l'unité populaire, disant « Nous avons donné un entraînement militaire, des armes allemandes pour le MIR au parti communiste et les jours de tanquetazo, personne n'a sorti. On a laissé aux forces armées de régler ces petits essais de coups d'État que Patria Liberté était donné. » Donc je crois que Allende n'a pas résisté au coup d'État, il résistait à la prise de la monnaie, il avait une autre respect de la démocratie, il voulait faire comme Balmaceda, mais on savait qu'il n'avait aucune possibilité de renverser le coup d'État. Jusqu'au dernier moment, il a voulu négocier avec les militaires pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Mais je voudrais vous demander une autre chose.
j'étais militant d'Elmire et certainement beaucoup ici qui les ont. Ils se rappellent qu'à un moment, nous avons reçu une information de que la marine, enfin les marins antigolpistes, ils voulaient prendre l'escadre complète et qui avaient fixé une date. Et que après une analyse très grande de la commission politique, Miguel a décidé de les dissuader de prendre l'escadre, qui était très tôt et peut-être ça convenait pas. Est-ce que vous avez connaissance de ça? Oui. Oui, ça c'est vrai, mais il s'agissait d'une minorité de camarades qui ont nous proposé de prendre le contrôle de la flotte de guerre avant le coup d'État. Parce qu'on a estimé une date. La date du coup d'État, c'était secret. On ne savait pas la date, mais environ, on a dit, dans 3 semaines environ, à la fin d'août, commence de septembre, on a estimé. Et un petit groupe a proposé de prendre le contrôle de la flotte de guerre dans la prochaine semaine, dans les prochaines 2 semaines, en faisant une estimation que quelques jours après, se produirait le coup d'État. Mais on a décidé par majorité de ne pas accepter l'idée parce que ce n'était pas possible de convaincre le gouvernement qu'on était des marins loyaux au gouvernement. Le plus possible, c'était que le gouvernement a décidé de nous bombarder, de nous déclarer ennemis et agents des services de renseignement, parce que j'ai déjà expliqué qu'il n'y avait pas de communication entre les mouvements des marins et le gouvernement. C'était difficile de faire une communication. Alors, on a dit seulement on pourra réagir les jours même. Allende a compris que le coup d'État a commencé à l'aube à Valparaíso. Y que le dit, compañero, el golpe de Estado ha comenzado. Le coup d'État a commencé. Quelques heures après, nous pouvions prendre le contrôle de la marine parce que le président savait déjà que le coup d'État a commencé. En ce moment-là, on a pu réagir contre le coup d'État qui a déjà commencé. On s'est préparé pour ça. C'est tout. Bonjour. Je voulais vous poser 2 questions. Une, c'est par rapport à ce que vous avez parlé de 1931, du moment de la flotte par l'aviation. Et je voulais savoir si vous étiez au courant de Mamadou Keïro-Grobe. Oui. Et si vous a inspiré quelque chose. Et la deuxième question, c'est par rapport à la flotte américaine qui était là, présente, et qui devait empêcher n'importe quelle réaction de votre part. Voilà, merci. Oui, on a connu un peu de l'histoire, mais on n'a pas aucune relation politique avec l'histoire de Mamadou Keïro-Grobe. On se rappelait bien de l'insurrection de 1931, on connaissait l'histoire, mais on a pris seulement l'exemple. On n'a pas appris la référence politique. Et
le 11 septembre, ou avant le 11 septembre, la marine et la flotte des États-Unis étaient déjà près de la côte chilienne. Parce que ils étaient en train d'organiser et de réaliser une nouvelle opération UNITAS. Mais à la place, la flotte des États-Unis était alerte. Et parce que s'il y avait un problème avec le coup d'État, la marine des États-Unis, pom pom. On doit donner la salle. Je remercie beaucoup à Carlos Tortin pour sa présentation. J'espère qu'on aura une suite à présenter ici aussi. Merci beaucoup. Et continuez à surveiller parce qu'on aura beaucoup de choses dans toute l'année. Merci beaucoup. Et mardi prochain, il y a aussi une réunion avec FAL. FAL, France-Amérique latine, le mardi 10. Voilà, vous êtes tous invités. Merci.